5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. S'il fallait se rassurer sur 2 matchs, autant dire que l'objectif n'est pas atteint. Au détour de l'expédition casablancaise pour le compte des 2 matchs amicaux livrés à l'occasion de la fenêtre FIFA de ce mois d'octobre, eh bien, le Bénin s'en tire avec un match nul, un but partout face à la Sierra Leone et une défaite de buts à 1 face à Madagascar. De quoi accentuer les doutes au sein des Guépards. Le Bénin n'a plus gagné un match sur le terrain depuis le 27 mars 2022. Victoire 2 buts à 1 face à la Zambie lors de l'Antalya Cup en Turquie. 1 an, 7 mois que la sélection nationale n'a plus goûté aux joies de la victoire. Seule petite éclaircie dans la grisaille, les 3 points remportés sur tapis vert devant le Rwanda. Faut-il dès lors s'inquiéter des performances de l'équipe nationale à moins d'un mois des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026? Eh bien, nous faisons le débat avec, ici en plateau, 2 francs-parleurs. Axel Epifano-Hérault, bonjour et bienvenue. Bonjour Raymond, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes journaliste sportif, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Et Brice Hessou qui est avec nous également ce matin, consultant. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eman, bonjour à toutes et à tous. Un plaisir de vous avoir également avec nous pour parler de cette actualité. Plaisir partagé. Et en direct au téléphone depuis Abidjan, Géraud Viouami, il est journaliste, reporter sportif, directeur de publication du site BJFoot. Bonjour Géraud. Bonjour Eman et bonjour aux téléspectatrices de la télévision nationale. Téléspectatrices simplement, pas de téléspectateurs. Ça, c'est vous qui le dites. C'est donc Géraud qui annonce ainsi la couleur. Géraud, vous allez faire le débat avec nous donc au téléphone. Dites-nous, vous avez suivi les Guépards donc pour le compte de ces 2 matchs amicaux joués du côté du Maroc du côté de Casablanca. Donc, quelle analyse faites-vous des performances de Saturnin à la de ses coéquipiers au détour de cette fenêtre FIFA? Déjà, la première grosse surprise ou interrogation, c'est le changement tactique opéré par Guénot. On a vu qu'il a essayé de jouer dans un 3-4-3 parce qu'on va dire qu'il est revenu au 3-4-3 cher à son prédécesseur français Michel Dussuyer. Ça a été l'une des grosses interrogations parce que sur les 4 matchs qu'il a dirigés pendant les qualifications, le 3-4-3 il ne l'a utilisé ou le 3-5-2 il ne l'a utilisé que sur la première mi-temps du match face au Rwanda. Donc, c'est également le stage où le sélectionneur a eu le plus de temps parce que les joueurs ont quasiment eu 5 jours ou 6 avec la majorité du groupe pour travailler. Et on a vu qu'au final, les résultats n'ont pas été, du point de vue comptable, très à l'avantage du Bénin. Mais surtout, collectivement, on sent que l'équipe a des phases où elle est connectée et elle a d'autres phases où elle n'est pas du tout connectée, notamment sur le plan défensif où le Bénin a concédé un but à chaque match dirigé par Guénot. Et surtout, collectivement, du point de vue offensif, on sent que sur les phases de transition, les 3 joueurs de devant essayent de se connecter, mais il n'y a pas encore d'affinité comme cela se doit. Donc sur les 2 matchs, on peut dire qu'on peut voir le verre à moitié vide comme à moitié plein. Et on a remarqué qu'il y a des joueurs qui ont en griffe subi un déclassement, comme Youssoupha Sokba qui a passé les 2 matchs sur le banc, alors que sur les postes de latéraux, on s'attendait à avoir un turnover. Il y a des joueurs comme Xavier Soukou qui n'a joué que le premier match parce que Steve Mounier était blessé. Sur le second, il n'a pas eu de temps de jeu. Or, ce sont des joueurs c'est un joueur qui est censé être le leader technique de cette équipe-là qui en manque aujourd'hui depuis le départ de Stéphane Sessayon. Donc, on peut dire que l'équipe, par rapport à l'objectif de Guénot qu'il chante depuis le début, où il a pris fonction en disant qu'il fallait qualifier pour le mondial 2026. Si l'objectif était de rassurer vraiment le public sur le fait que le Bénin peut avoir les armes de lutter dans un groupe où il y a l'Afrique du Sud qu'on a vu face à la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Zimbabwe, je pense le Rwanda et le Lesotho. Je pense que on va pas dire que c'est raté, mais j'espère que les enseignements, surtout négatifs, tirés de ce regroupement pourront permettre d'être plus près sur celui de novembre qui sera décisif avec des matchs de qualification. Très bien. Alors, Jérôme, vous restez avec nous au téléphone pour mener la réflexion. Le temps pour moi de me tourner vers Axel Epifano-Hérault également pour recevoir son avis sur la question. Le Bénin a effectué le déplacement de Casablanca avec beaucoup de doutes et surtout avec avec l'amertume de l'élimination de Maputo. Il fallait donc sur ces 2 matchs se rassurer pour aborder avec beaucoup plus de sérénité les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.
Est-ce qu'au bout de ces 2 matchs, on peut dire que le Bénin a fait le plein de capital confiance? Non, je pense que Gernot Rohr en sort avec sans doute quelques certitudes. Peut-être des certitudes sur le plan défensif, hein, parce que Géraud l'a dit, il vient au départ, je crois qu'il est parti même avec un 4-2-3-1. Après, ça a changé. Bon, c'est vrai qu'il y a eu le 3-5-2 ou bien si vous voulez le 3-4-3 à Cotonou. Et après, il revient au 4-2-3-1. Et donc, pas de certitude sur le plan défensif, évidemment. Et je crois que le match contre le Mozambique, un match décisif contre le Mozambique, l'a amené à revoir un peu ses plans, à faire des réflexions. Et sur le plan défensif, il s'est dit sans doute qu'il fallait changer un certain nombre de choses parce que tout le monde a vu que du côté de Maputo, il y avait un souci avec l'axe central, notamment avec Cédric Ntonji et Olivier Verdon. Les 2 joueurs que moi, personnellement, je ne trouve pas complémentaires. Parce qu'ils sont nonchalants, ils sont lents et dans leur dos, quand ça va vite, ils sont vraiment largués. Et donc, il a sans doute choisi dans ce stage de revoir un peu les choses sur le plan défensif et il part avec les 3 axiaux. Donc, il a travaillé avec ces 3 axiaux. Au départ, il y avait donc... Tidjani Tamimou et Cédric Ntonji. Après, il y a eu Olivier Verdon est rentré hier. Et donc, sur ce plan, c'est tellement quelques certitudes. Il se dit peut-être qu'il peut changer les choses à ce niveau-là. Mais le problème, comme Géraud l'a dit, c'est qu'au milieu de terrain, on a encore de gros soucis. On a vraiment de gros soucis. Vous avez dû constater par exemple que Dodo Doku, qu'il a lancé, qu'il a eu le courage de lancer, a dû passer le stage pratiquement out. Il y a Olaitan qui ne donne pas véritablement de satisfaction au sélectionneur et donc c'est pas évident. Il y a eu une réflexion qui a été faite et j'en ai discuté avec quelques observateurs. Il y a cette réflexion là de jouer à 2 devant la défense. Et à ce niveau, je crois qu'il n'en est pas du tout satisfait, même après ces 2 matchs. Mais il a essayé de jouer toujours à 2 devant la défense avec Cécile Almeida associé à Junior Olaitan. Mais ça donne pas. Parce que techniquement, on a de gros soucis. On manque de justesse technique. Olaitan, on peut tout dire, il est sans doute volontaire, mais techniquement, c'est beaucoup de déchets. Et dans la sortie de balle, c'est pas parfait. Et même sur le plan défensif, on a des soucis de repli. Et donc, c'est compliqué. C'est vrai qu'il y a cet abattage de Cécile d'Almeida, il faut le reconnaître, là, du coffre, mais ça manque de lien donc, entre le milieu de terrain et l'attaque. Et donc là, c'est compliqué. Et puis, je n'ai pas trop compris cette obstination à forcément lancer des joueurs pour moi, qui ne font plus de différence. Jodel Dossou ne fait plus de différence en sélection nationale. C'est vrai qu'il a marqué, bon, on peut dire, mais il a marqué contre le Mozambique, mais après, il fait plus de différence. Et là, j'ai dans cette obstination aussi à forcément lancer Junior Olaitan. Moi, je pense qu'il faut peut-être chercher à voir autre chose, peut-être avec Arlen Vie. C'est vrai que ça manque aussi de coffre. C'est difficile quand vous jouez sans Stéphane Sessegnon, qui est pratiquement parti. Et Jordan Adeoti, je crois que beaucoup ont constaté aujourd'hui que Jordan Adeoti, au-delà de tout, apportait beaucoup en sélection dans l'équilibre de jeu sur le plan offensif et sur le plan défensif. Et donc, c'est des choses qu'il faut travailler dans le temps. Je crois qu'il en sort avec beaucoup de doutes. Et je vois que peut-être en novembre, il aura encore des choses à changer. Et c'est compliqué pour lui. J'imagine un peu sa position. Parce que quand vous faites des matchs et vous n'avez pas de victoire, et vous posez vraiment des questions et il y a la pression aussi du peuple, hein, ça il faut le reconnaître. Justement. Ouais. Allez, Brice Réchou, qu'est-ce que vous avez remarqué, d'accord, au détour de ce stage du côté de Casablanca, au sortir de ces 2 matchs face à la Sierra Leone? Autant on peut apprécier
la résilience, ou reconnaître la résilience et cette détermination à aller chercher quand même cette égalisation qui intervient à la 98e minute pour finir par arracher le nul, un but partout. Autant on peut déplorer, on va dire, la faiblesse mentale de cette équipe qui se fait rattraper et qui se fait dépasser au score par une équipe malgache qu'ils ont eu à quand même battre par le passé. En gros, il y a eu du chaud et du froid, le yin et le yang, comme on le dit. Oui, bon, moi j'aurais quand même un avis un peu plus positif par rapport à mes prédécesseurs. Moi je pense que on voit quelque chose qui est en train de se faire par Gaynor 3, il faut le dire la vérité. On semble être un peu plus pressé que d'habitude. Je pense d'ailleurs, c'est l'objectif qui a été assigné, qui est la qualification au mondial, pour moi qui est quand même un objectif quasiment inatteignable pour nous, vu le groupe dans lequel nous sommes. Il faut être réaliste. Je pense plutôt qu'il faut viser plutôt une qualification en 2025 à la Coupe d'Afrique, à laquelle nous sommes absents depuis 2019. Moi, j'ai vu sur ces deux matchs quand même de bonnes choses. On a même vu face au Mozambique que l'entrée de certains jeunes a apporté, on a eu un supplément un peu de technicité qu'on avait du mal à avoir au début du match. Et puis Fam l'a dit, Jodel Dossou ne fait plus de différence. On l'a vu hier, il avait la balle de 2-0 et il a pas mis au fond. Mais il y a quelques satisfactions quand même qu'il faut noter. On a Andreas Ntonji qui a fait 2 matchs corrects, très intéressants de mon point de vue. Mais le vrai problème, c'est en défense. Devant, ça va, ça combine très bien. On a des phases de jeu très intéressantes aujourd'hui. On a même à la limite du plaisir à voir cette équipe jouer sur des phases offensives. Mais défensivement, le but malgache, le premier but malgache, c'est à l'image du premier but mozambicain. On se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors que ce n'est pas les mêmes hommes qui étaient sur le terrain forcément. On avait Cédric Routongi. Moi, je pense qu'il est passé à 3. Comme l'a dit Epifan, à cause de la lenteur de Routongi et peut-être de Verdon, qui ne font pas un peu nonchalant. Donc pour sécuriser ce côté, il y a forcément un défenseur ou une troisième personne pour combler ou pour fermer les trous que laisserait Routongi dans ses sorties ou pour ne pas se faire attraper par l'attaquant. Après, il y a également cette jeunesse aussi qui... Sur le premier match, on dit que le but qu'on a encaissé, c'est une mauvaise relance de Tamimo qui a fait qu'en contre-4, on a gagné. Parce que sinon, ils ont maîtrisé quand même le jeu, il faut le dire. Même face à Madagascar, ils ont eu beaucoup d'occasions qu'ils n'ont pas pu mettre au fond. Moi, personnellement, je ne suis pas plus ou moins inquiet. Je pense qu'il faudra du temps. Il faudra être patient avec cette équipe parce qu'on est en train de recréer quelque chose depuis 2019. On voit de nouvelles choses. Il faut laisser Gaynor 3 vraiment mettre en place son plan, sa technicité, pour que après, peut-être en 2025, voire 2027, on puisse commencer par aller à la CAN régulièrement, parce que ça fait quand même 2 éditions que nous sommes en train de manquer, et on n'a pas non plus participé à beaucoup d'éditions de CAN. Et depuis 2004, on a vu que les générations venues, mais c'était des générations spontanées. Je pense que si on laisse le temps, sur la durée. Voilà, pour de travailler sur la durée, on sera performant dans le futur. D'accord. Alors, j'ai revu ami Brice dit qu'il faut laisser du temps à Gaynor 3. Et le temps, ce n'est pas forcément l'allié du technicien franco-allemand aujourd'hui. Quand on sait que dans un mois, dans moins d'un mois même, on sera face à l'Afrique du Sud et au Lesotho pour les 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde. 2 matchs à l'extérieur qui peuvent déjà être rédhibitoire pour la suite du processus de qualification à la Coupe du Monde 2026. Et surtout, lorsqu'on sort d'un stage un peu mitigé, ce n'est pas forcément les bonnes dispositions pour attaquer les éliminatoires. Je pense que Gaynor 3 n'a plus le temps. Pour moi, il n'a plus le temps. Il a créé déjà un gros joker. Et ce joker qu'il a créé, c'est d'avoir eu 4 matchs de qualification pour aller à une Coupe d'Afrique des Nations en ayant 2 fois le Rwanda et on va dire 1 fois le Mozambique. La seule grosse nation affrontée sur ces 4 matchs-là, c'est le Sénégal. Donc peu importe si vous êtes venu en phase de reconstruction, peu importe l'effectif que vous avez eu, c'est avec des joueurs de cette même trempe-là que le Bénin a réussi à se qualifier par le passé avec d'autres sélectionneurs ou on va dire avec Michel Dussuyer et des qualifications entamées par au match au Mogo. Donc pour moi, Gaynor 3 a déjà créé un joker. Il ne peut plus dire qu'il est en train de connaître son équipe. Il ne peut plus dire qu'il ne connaît pas les joueurs, qu'il n'a pas les armes. Donc c'est pas le même vivier, c'est pas le même contexte, c'est pas les mêmes joueurs. Mais Sébastien Desabre a pris la RDC dans la même condition que Gaynor 3 a pris le Bénin, mais il a réussi à renverser la vapeur et les Léopards se sont qualifiés pour la prochaine CAN. Donc pour moi,
dire on a le temps, qu'on veut se qualifier pour la Coupe du Monde 2026, c'est bien beau, mais il faut qu'on puisse aussi, dans le jeu, c'est vrai qu'offensivement, aujourd'hui, le Bénin a des situations, mais l'attitude collective, du point de vue défensif, n'est pas du tout bonne. Et c'est pas seulement les 3 défenseurs c'est pas parce que vous avez des problèmes défensifs que vous mettez 3 défenseurs que vous allez forcément régler tout de suite vos problèmes. On se rappelle très bien que Diego Simeone à l'Atlético de Madrid, il jouait dans un 4-4-2, mais le bloc de 8 était très compact. C'est tout un ensemble qui défend. Aujourd'hui, l'équipe n'a plus cette âme-là qui permet de gagner des duels. Vous vous rappelez, même quand Michel Dussuyer jouait avec son 3-4-3, les 2 ailiers qui étaient sur les couloirs revenaient sur la ligne des 2 milieux de terrain qui étaient qui étaient souvent Cesseyon et Jordan Adeoti ou des fois Maman Seibou pour défendre sur la même ligne, ce qui laissait Steve Mounier un peu seul en pointe, mais au moins l'équipe avec 2 blocs bien compacts où on avait une ligne de 5 derrière et une ligne de 4 et Steve Mounier tout seul en pointe. Aujourd'hui, l'équipe n'a plus cette force collective là pour défendre ensemble. Les joueurs n'arrivent plus à faire les efforts les uns pour les autres. La belle preuve, si vous avez observé hier, c'est Moussa Latoundji qui en griffe, excusez le terme, qui gueulait derrière, souvent derrière Guénet pour replacer les joueurs. Donc, pour moi, aujourd'hui, Ron n'a plus de ressort. Et on ne va pas dire que le sélectionneur a manqué d'humilité, ou plutôt de vision, parce que je pense que la CAN, se faire de la dernière CAN un objectif, aurait été une belle préparation pour pouvoir se qualifier pour la Coupe du Monde 2026. Parce qu'il faut être honnête, on n'a jamais fait de Coupe du Monde au Bénin, donc on ne va pas se lever du jour au lendemain. Parce qu'on a eu un sélectionneur qui a fait la Coupe du Monde avec le Nigeria pour dire que on vise la Coupe du Monde 2026, en sachant qu'entre cette Coupe du Monde-là, il y a 2 Coupes d'Afrique des Nations dont personne ne parle. Donc je ne sais pas si on a consulté quelque chose ou si par quelle magie nous étions convaincus ou par quel rêve on était convaincus que la Coupe du Monde 2026 était accessible tout d'un coup. Par contre, le petit hic au sein de l'effectif aujourd'hui, ou plutôt au sein de l'équipe béninoise de façon générale, dont personne ne parle, même si on n'a pas gagné depuis une année, c'est qu'on a vécu 3 cycles sur une courte période. C'est-à-dire qu'il y a eu au match au Mogo qui a échoué à Bamako, le choc de Bamako. Ensuite, il y a eu une coupure et un nouveau cycle qui a été entamé avec Michel Dussuyer, qui est revenu en terrain connu, qui a refait son staff, qui a remis Moussa Latoundji et qui a fait l'exploit de 2019 en Égypte. Et derrière, il y a eu les échecs Sierra Leone, dernière minute, RD Congo en éliminatoire de la Coupe du Monde. Quand on a voulu couper pour entamer ce nouveau cycle avec notre on n'a pas totalement coupé avec, on va dire, l'ancien staff ou l'ancienne dynamique. Donc je pense qu'il y a toujours des bribes qui sont en train de déteindre cette équipe-là parce que vous n'avez pas l'impression, même si de nouveaux joueurs sont intégrés, vous n'avez pas l'impression que l'équipe a changé de cap parce que quand vous perdez au Mozambique, alors qu'il faut aller gagner, on va dire, contre une équipe. Si vous ne battez pas le Mozambique, vous ne pouvez pas aller à la Coupe d'Afrique des Nations. Hier, on a vu le niveau que c'est vrai que 2 matchs ne se ressemblent pas. On a vu le niveau que les Sud-Africains ont affiché face à la Côte d'Ivoire à l'extérieur, même si c'est qu'un match amical, c'est un stade plein. Donc, et on va aller chercher ou jouer contre ces Sud-Africains-là dans 4 semaines pour lutter pour une place. On ne va pas être pessimiste, mais le chemin est encore long. D'accord. Oui, on vous suit, Jérôme. Le chemin est encore long et il faut être réaliste aujourd'hui et savoir que l'équipe du Bénin, certes, c'est facile de dire dans les défaites que le Bénin n'est pas encore prêt, qu'il y a des choses à faire, que Guénet a fait ci, a fait ça, mais il y a toute une vision qu'il faudrait mettre en place et pour l'instant, que ce soit dans la gestion de l'effectif ou dans certains choix comme les joueurs comme Matteo Alenvi qui étaient vraiment des joueurs clés, qui garantissaient la fluidité du jeu, qui sont devenus remplaçants du jour au lendemain, des joueurs comme Sergio Soukou qui était vraiment le solitaire technique de l'équipe, surtout quand Stéphane Tesseyon n'était pas là, qui est tout d'un coup devenu remplaçant. Johan Roche qui pour moi est le meilleur défenseur béninois sur cette trêve, est sorti avant la mi-temps. Olivier Verdon qui est arrivé en retard, est rentré à la pause. Et comme j'avais dit tout à l'heure, Dodo Doku était un peu malade sur ce stage, c'est pour ça qu'il n'a pas eu du temps de jeu d'ailleurs. Donc pour moi, aujourd'hui, l'équipe n'est pas forcément sur la meilleure dynamique possible pour prétendre aller chercher quelque chose dans les qualifications de la Coupe du Monde. Très bien. Allez, on revient en plateau avec Epiphane. Vous avez envie de rebondir sur certains propos du Géraud? J'ai bien envie de donner quelques précisions sur le cas Guénot Rohr. Il faut rappeler qu'il a toujours joué en 4-2-3-1. Ces dernières années, avec le Nigeria, il a toujours joué en 4-2-3-1. Et donc, quand il vient au Bénin, il se cherche avec un 3-4-3, après avec un 4-2-3-1, il revient à un 3-4-3. C'est que ça tâtonne et qu'il cherche des solutions. Et donc, on est tous conscients qu'il cherche des solutions. Mais après,
quand on réfléchit, quand on fait une réflexion globale, le Bénin vaut quoi en réalité? Et ça, c'est la vraie question. Le Bénin vaut quoi? Le Bénin vaut quoi? On n'a que 2 joueurs qui évoluent dans un championnat correct, dans l'un des 5 grands championnats d'Europe, donc en Ligue 1, il n'y a que 2 joueurs. Océan Egon et Steve Mounier. Exactement. Donc vous n'avez que 2 joueurs qui évoluent dans un championnat de haut niveau. Il n'y a que 2 joueurs. Après, il y a quelques joueurs qui évoluent en Ligue 2. Il y en a un qui joue en national, Jodel Dossou qui ne joue même pas avec Sochaux cette saison. Il n'a qu'un seul match. Saturnin Alagbé aussi qui ne joue pas. Et donc, les autres dans des championnats par-ci, par-là. Donc, c'est compliqué quand même. Et ça, on ne le dit pas souvent. Et le public est très exigeant. Exactement. Quand vous écoutez le public, on est très exigeant. Quand le Bénin, peut-être à un match contre le Brésil, le public vous dira, mais on doit pouvoir battre le Brésil. Même si le Brésil a Neymar, nous, on a nos joueurs, on est très forts en réalité. Mais après, de quel matériel dispose Gernot Rohr? De quel matériel disposait Michel Duchuy? Il faisait des miracles. Et c'est pour vous dire que c'est aussi compliqué. Et même pour faire la liste... Oui, Géraud. Oui, Géraud. Je peux Oui, allez-y. Donc, ce que je veux dire par rapport à la réflexion de Epiphane, je suis totalement d'accord du fait que le Bénin n'est pas beaucoup de joueurs au très très haut niveau. Mais en toute honnêteté également, tout sélectionneur qui prend l'équipe du Bénin connaît déjà les joueurs, connaît déjà le pédéré. Il ne va pas signer Gernot Rohr en février et ce mois d'octobre pour le Bénin. Il sait que le Bénin n'aura pas de joueurs subitement au Bayern Leverkusen ou au Bayern de Munich. Mais les sélections comme celle du Bénin ont besoin d'un sélectionneur capable de venir construire quelque chose sur la base de ce que nous avons comme joueurs, de pouvoir créer collectivement. En griffe, il y a des nations qui n'ont pas plus de joueurs que le Bénin. Le Madagascar hier a présenté des phases de jeu très intéressantes et ils ont gagné leur match face au Bénin. Mais dites-moi, vous ne connaissez pas un seul joueur malgache. Ce qu'on demande souvent et qu'on n'a pas pu avoir régulièrement en équipe nationale du Bénin, c'est une équipe collectivement huilée, que ce soit défensivement comme offensivement. Michel Duchuy avait réussi à donner une base défensive, mais devant, ça jouait moins bien, on va dire. Aujourd'hui, ça joue un peu mieux devant, mais on a perdu cette assise défensive qui permettait à l'équipe d'être un peu souveraine. Donc, ce que je veux dire, aujourd'hui, Rohr, comme j'ai dit précédemment, et je le disais depuis plusieurs mois, on n'avait pas le droit de banaliser les 4 matchs qui restaient pour les qualifications en se disant qu'on veut se focaliser sur la Coupe du Monde. Donc, on avait le droit de perdre ces matchs-là parce que, je le répète, se qualifier pour la CAN, la dernière CAN, plutôt la prochaine CAN, aurait été une super préparation pour cette génération-là afin de pouvoir préparer la Coupe du Monde 2026. Donc, aujourd'hui, Rohr, il est payé pour ça. Il doit trouver des solutions. Il doit rendre l'équipe dans un meilleur état qu'il l'a récupéré. Sinon, pour moi, c'est qu'il est en échec. D'accord, très bien. Allez, on revient en plateau pour suivre Epiphane qui va poursuivre sa réflexion. Mais il faut du temps pour ça. Il faut absolument du temps. Pour construire, il faut du temps. On ne va pas non plus lui mettre la pression. Mais c'est vrai que lui-même s'est mis un peu de pression. La Coupe du Monde 2026 qui doit venir et tout. Et donc, il est en train de travailler pour atteindre les objectifs. Mais ce n'est pas évident. Donc, je parlais du matériel dont il dispose et ce n'est pas évident. Même pour mettre en place une liste avec les guépards, c'est très compliqué, et puis c'est pas facile non plus. Et donc on sait qu'il est en train de chercher des solutions, mais quand vous avez une sélection du niveau du Bénin, et on connaît l'équipe malgache, quand vous avez une sélection comme le Bénin, et vous cherchez des solutions, vous avez des joueurs qui ne jouent pas régulièrement, et vous voyez le niveau, même dans le défi physique, vous avez vu comment le Bénin a explosé contre la Sierra Leone. Moi je dis mais on a explosé, et ça on ne le dit pas, c'est pas parce que le préparateur physique n'a pas été bon, c'est parce que dans un club, les joueurs ne sont pas réguliers. Et ça, il faut le dire. Il y a quelques joueurs qui sont juste réguliers. Et donc, il y a beaucoup qui ne sont pas réguliers. Dans le défi physique, on n'est pas présent. Face à la Sierra Leone, on a complètement explosé. Et même dans le contact, vous avez vu l'agressivité des Sierra Leonais. Vous avez vu l'envie des Sierra Leonais. Nous, on n'a pas ça. Et ça, il faut chercher ça. Et je crois qu'il faut forcément du temps. Et je comprends que lui-même s'est mis un peu de pression et j'espère que tout ça va descendre
et surtout après les 2 prochains matchs en novembre, ça va descendre et peut-être prochainement on verra plus clair. Mais le travail à faire dans la durée, et ça, si on doit construire, c'est travailler sur le développement des talents. Et ça prendra du temps. Il faut être très patient. Alors, Brice, ça fait quand même 1 an, 7 mois, bientôt 2 ans que le Bénin n'a plus gagné sur le terrain. La dernière victoire remonte face à Zambie. On était en mars 2022 et c'était déjà d'ailleurs là un tournoi amical, donc sans grands enjeux. Sinon, la dernière réelle victoire des Guépards sur le terrain, c'était quand ils étaient encore écureuils et c'était face à Madagascar ici à Cotonou, 2-0. C'était encore sous Michel Dussuet. Donc quand on voit tout ceci, est-ce qu'on a le droit aujourd'hui d'être inquiet quand on se dit que depuis banalement ou pratiquement 2 ans maintenant, l'équipe nationale du Bénin n'a plus gagné un match? Moi je dirais non, inquiet, non, c'est un peu... parce que le piège aussi, c'est que quand on s'enlise un peu trop, ce serait difficile quand même de sortir du trou, de sortir du fond. Bon, on m'a dit depuis les statistiques sont quand même mitigées. Hein. On a 5 matchs nuls, 5 matchs joués, 2 défaites, 0 victoire. Donc, c'est quand même pas aussi catastrophique sous Raw qu'on le pensait. C'est vrai qu'il n'y a pas de victoire, mais c'est pas non plus 5 matchs perdus. Il faut être quand même prudent. Et notamment contre le Sénégal quand même, qui était un exploit aussi. Hein. Faut pas oublier également ce que les garçons ont fait sur ce match-là. Il n'y a pas que du négatif dans ce qui se fait. Moi, je pense qu'il faut quand même... Enfin, Rome ne s'est pas fait en un jour, il faut le dire la vérité. Aujourd'hui, on a décidé de... Je finis, Géraud, s'il vous plaît. On a décidé de reconstruire une équipe, d'avoir une équipe qui soit constituée de jeunes joueurs. Ces jeunes joueurs vont prendre le temps qu'il faut pour mûrir. Il y a des talents, il y a des génies qui vont vite éclore, il y a d'autres qui prendront un peu plus de temps. Alors, ce qu'il essaie de faire, c'est de ne pas simplement créer une génération spontanée comme on a l'habitude de faire. C'est parce qu'on a vécu pendant des années des générations spontanées où on a peut-être 1 ou 2 joueurs qui jouent au niveau, qui sont peut-être excellents et qui viennent faire le miracle en équipe nationale et puis on pense qu'on est fort. Tout le monde aussi aujourd'hui parle de 2019, mais rappelons-nous, on a fait un quart de finale avec 0 victoire. Il faut le dire. Donc, il ne faut pas prendre ces repères pour penser que le Bénin est une grande nation de football. C'est complètement faux. On veut nous comparer à la RDC. On n'a pas le vivier de football de la RDC. C'est maintenant notre championnat en train de produire des joueurs qui sont en équipe nationale. Avant, on n'en avait pas. La RDC aujourd'hui a des grands noms en termes de clubs qui jouent sur le continent et qui vont participer à la Super League récemment. Mais le Bénin a du mal même à se qualifier autour des trimestres sur le continent. Donc on ne peut pas se permettre de dire... Et la RDC a un réservoir inouï. Il y a des joueurs qui jouent régulièrement dans leur club, dans les 5 grands championnats et qui sont régulés. Mais nous, au Bénin, on a peut-être, si vous voulez, qui ne jouent pas forcément tous les matchs, ils jouent pas mal de matchs. Ayegouna a commencé par jouer au niveau, mais le reste, il n'y a pas. Après, on va me parler d'état d'esprit. Moi, je pense que l'état d'esprit, il y avait l'état d'esprit. J'ai vu le match. Ce match face au Madagascar, on a beau dire tout ce qu'on veut, ce match aurait pu se terminer à 3-0, 3-1. Mais on a eu plein d'occasions dans ce match. On a vu des phases offensives. Aujourd'hui, on veut marquer des buts. On s'est plaint plusieurs fois que le Bénin ne marquait pas, notamment lors de la Coupe d'Afrique 2019. Aujourd'hui, on a la capacité de voir des attaquants qui créent des occasions et qui marquent des buts. Aujourd'hui, on ne peut pas se dire qu'on n'a pas des occasions pour battre l'adversaire. C'est vrai, il y a une assise défensive à avoir, mais Guardiola ou des grands acceptent ces déséquilibres pour pouvoir gagner des matchs, puisque gagner un match, c'est marquer un but de plus que l'adversaire. Mais pour moi, je préfère voir... Guardiola, il sait que quand son équipe encaisse 2, il a la possibilité d'en mettre 3. Exactement, je préfère voir mon équipe mettre 10 buts et encaisser 9 que de voir mon équipe mettre 0 but et encaisser 0. Parce qu'on a un peu de plan comptable, on n'avance pas. Donc, sur la base de cela, on voit des talents qui émergent. Moi, j'ai vu, par exemple, Andreas qui a fait 2 matchs excellents, qui combinait très bien avec les 3 de devant. On a parlé de ses buts. Moi, je pense qu'il a fait quand même une belle entrée hier. Mais derrière, c'est vrai que la défense, on aura tendance à dire que Khaled Adenor a manqué un peu pour pouvoir sécuriser cette défense. Mais une défense, c'est un tout. Je ne comprends pas, par contre, pourquoi Gaël ne fait pas confiance à Arlenvi, qui peut apporter cette créativité dont nous manquons dans le milieu de terrain, parce qu'il n'y a pas de créateur dans ce milieu de terrain. Il y a plutôt des balles qui passent du côté avec des centres qui arrivent au niveau de l'attaque, mais il faut vraiment un milieu créateur. Mais pour faire confiance à Arlenvi, il faut sortir par exemple au Lighton. C'est ça. Pourquoi pas? Parce que bon, Arlenvi a un relayeur qui peut créer.
Mais oui, mais je suis d'accord avec vous que quand vous misez sur Arlin Vie, vous avez moins de déchets. Ça, c'est vrai par rapport à Olaïtan. Mais c'est un choix. Ça, sauf qu'Arlin Vie n'a pas l'abattage de Junior Olaïtan. Physiquement, Junior Olaïtan a commencé quand même par avoir un abattage assez intéressant en milieu de terrain. Il gagne des duels, il va au contact, il va au charbon. Et tout ça aussi, ça compte. Il faut donner des coups aussi dans un match. Mais vous savez, vous ne pouvez pas jouer avec Cécile Demida et Olaïtan à la fois parce qu'en termes de relance de jeu, les deux ont du déchet. Ils récupèrent très bien le ballon, mais il faut quelqu'un à côté d'eux pour créer quelque chose avec ce ballon récupéré et avancer. On a vu plein de ballons jetés, donnés à l'adversaire après une belle récupération de Olaïtan et même de Cécile Dameda qui devrait être bonifié et permettre à Jodel Dossu ou à Andreas Rontondi de pouvoir piquer devant. D'accord. Non, je crois que ce genre de réflexion, on a fait ce genre de réflexion ensemble hier avec Géraud. Et sous Michel Dussuyer, quand il joue à 2 devant la défense, comme c'est le cas depuis ces 2 matchs. Il jouait avec soit Adeoti et Stéphane Sessayon. Il a déjà joué avec Adeoti et Stéphane Sessayon, je crois, notamment contre le Togo, où Stéphane a fait un match incroyable à Lomé. À 2 devant la défense. Ou il joue avec peut-être Cécile Almeida, associé à Jordan Adeoti. Et c'est mieux dans l'équilibre sur le plan offensif et sur le plan défensif. Je suis d'accord que Olaïtan, il a son abattage, il se cherche, il est partout, il veut même faire les rentrées de touche, il est présent, on le voit. Mais dans l'utilisation du ballon, moi, ça me pose un problème, honnêtement. Dans l'utilisation du ballon, ça me pose un problème. Mais c'est vrai qu'on dit aussi qu'Arlin Vie, il manque de coffre, ça pose problème. Et donc, ce sont des réflexions à faire. Et je crois que Garnet aura encore un mois pour faire ses réflexions. C'est à lui, on a donné la possibilité de faire ses choix. Et donc, il a le temps pour faire ces choix-là. Et c'est vrai que c'est compliqué quand vous faites 5 matchs, vous n'avez pas de victoire, vous êtes en quête de victoire et vous avez 2 matchs importants qui viennent, 2 matchs éliminatoires, c'est très compliqué, ça gambège. Surtout face à l'Afrique du Sud, qui vient de réaliser un match incroyable face à la Côte d'Ivoire hier, 1 but partout, et ils ont battu déjà le Maroc, 2 buts à 1 aussi. En éliminatoire. En éliminatoire. Alors, Géraud Vuami, aujourd'hui, parlons des jeunes qui ont intégré l'équipe nationale, ou de ces joueurs-là qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu, mais qui ont pu avoir du temps de jeu sur cette expédition Casablancaise, notamment au poste de gardien de but Marcel Dandinou. On criait qu'il faut lui donner sa chance parce que Saturnin Alagüe ne joue pas. Lui, au moins, il joue en tout cas quelques matchs dans son club où il est plus ou moins titulaire. Hier, on a vu quand même qu'il était fautif sur le deuxième but, le second but malgache. C'était une frappe qui était sur sa trajectoire. Faute de main. Oui, mais après, vous savez, le poste de gardien de but, c'est un poste ingrat. Tout le monde oublie qu'il a fait une belle sortie en première mi-temps dans l'été de l'attaquant et qu'il a eu quand même été intéressant à jouer au pied, qu'il a fait des choses qui ont été intéressantes sur ce but. On va pas le dédouaner, mais je pense que le ballon fuse un peu, c'est flottant et ça change de trajectoire. Donc, il aurait dû avoir sans doute un peu plus de concentration et peut-être sorti la parade. Mais après, aujourd'hui, c'est aussi pour ce type de, on va dire, turnover qui a des rendez-vous comme les matchs amicaux. Et il faut en griffe, je ne vais pas féliciter Guénot pour ça, mais avoir osé lancer Marcel Dandinou, parce que depuis, je crois, 2019 qu'il est en sélection, c'est sa première titularisation. Les 2 sélections qu'il a eues précédemment, je pense qu'il a joué 2 minutes en Thalia sur un match, 2 ou 5 minutes. Et il y a eu un match où il est rentré à la mi-temps. Donc, l'apprentissage passe par là aussi. Les autres gardiens que le Bénin a mis, etc., ont aussi encaissé des buts où, on va dire, commis des erreurs plus flagrantes, on va dire, que ça. Mais aujourd'hui, c'est un gardien en progression qui a fait la concurrence avec Badra Ali Sangaré dans son club. Ensuite, il est titulaire numéro 1 depuis 2 saisons. Maintenant, 2e saison d'affilée où il est numéro 1. Il a une trentaine de matchs, on va dire, en professionnel dans son club. Et il joue le haut de tableau pour la montée en PSL, qui est le niveau le plus élevé du championnat d'Afrique du Sud. Donc la question n'est pas de dire que le gardien est mauvais parce qu'il a... Non, pas de dire qu'il est mauvais, c'est dire que forcément sur ces 2 matchs amicaux, il n'a peut-être pas marqué de points. Et surtout, le second également que je voulais évoquer, Ourou... En
commençant en disant que en 2 ans, en fréquentant la sélection nationale pendant 2 ans, c'est la première fois qu'il est titulaire. Donc je pense que ça résume un peu aussi ce que je vais dire, Brice disait tout à l'heure en disant qu'il faut lancer progressivement les jeunes et les préparer. Donc si vous avez un gardien qui est numéro 2 depuis 2 ou 3 ans et que c'est son premier match, malgré tous les matchs amicaux qu'il a eu, c'est qu'il y a des questions qui se sont posées. C'est que précédemment, ce que j'allais dire, j'avais une réflexion à aborder, heureusement que je me rappelle. Quand on parle des 2 ans sans victoire, on oublie qu'on a passé une année en griffe à tourner en rond après le départ de Michel Dussuet. Le travail n'a pas repris tout de suite. Je pense que c'est aussi ce qui a coûté le cycle de transition dont je parlais au début de mon analyse précédemment. Et c'est ce qui a aussi coûté le début des éliminatoires ratés. Et il y a eu beaucoup de choix bizarres entre cette période d'année où on a ramené des joueurs qui jouaient dans des divisions bizarres, on a fait des choix incompréhensibles, etc. Donc tout ça a permis au Bénin, que ce soit au niveau des dirigeants qui ont fait le choix de laisser certains staffs ou de ne pas trancher tout de suite, tout ça nous a permis de perdre beaucoup de temps et de ne pas permettre à l'équipe d'être prête. Les jeunes qui sont aujourd'hui lancés par Guénotre, qui avaient réussi à se qualifier pour la CAN U20 ou d'autres qu'il a découvert, ne sont pas tombés du ciel. Ces jeunes-là étaient toujours là, sauf qu'on n'a pas commencé le travail avec eux assez tôt. Donc aujourd'hui, pour moi, au poste de gardien, c'est vrai qu'on n'a pas comme... Alors Géraud, sur ces 2 matchs amicaux, on a vu lors de la rencontre face à la Sierra Leone la passe à l'adversaire de Woro Tamimou qui amène le premier but, et donc la bourde, on va dire aussi hier, de Marcel Dandinou qui occasionne le second but des Malgaches. Donc en gros, c'est dire que forcément ceux qui y a derrière pour essayer de créer la concurrence, eux aussi, ils ne sont pas en train d'hausser leur niveau de jeu, ils ne sont pas forcément au niveau. Non, ce qui se passe, Tamimou, c'est quoi? C'était ça, on ne va pas le dédouaner non plus, mais c'était sa première titularisation. Et pour les retours, et ceux qui ont suivi un peu la sélection sur les 2 derniers regroupements, il a été très intéressant pendant le stage. Déjà en club, c'est un joueur qui enchaîne, même si c'est aux Émirats, en première division, il enchaîne les matchs. C'est un championnat exotique. Voilà, sur les deux regroupements, on a eu des retours très intéressants sur ses prestations. Maintenant, on parle de la sélection, on parle du plus haut niveau international quand même. Donc, quand il rentre dans ce match-là titularisé, je pense que pour moi, Tamimou n'a pas été assez protégé parce que vous pouvez pas avoir, pas que c'est impossible, vous pouvez pas avoir des garçons comme Johan Ross qui connaissent un peu le haut niveau, qui ont déjà été en sélection et titulariser tout de suite Tamimou. Je vais vous faire une petite confidence. Est-ce que vous savez que quand on le sort à la mi-temps, contre la Sierra Leone, il n'est pas revenu sur le banc de touche. Donc, c'est des petits détails qui montrent, on va pas dire qu'il n'était pas prêt, mais que le garçon devait être un peu plus protégé. Donc, aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure par rapport à Dandinou, il a mis 2 ans ou 3 ans sur le banc en sélection avant d'avoir sa première titularisation. Donc, il faut tourner pour commencer par mettre ces joueurs-là progressivement dans le moule ou dans la rotation pour leur permettre de prétendre à être des titulaires. Parce qu'aujourd'hui, comme je le répète, ce qu'on oublie très souvent, et j'en parlais régulièrement avec un sélectionneur français qui a beaucoup entraîné en Afrique, qu'on a tendance à oublier l'écart qu'il y a entre déjà certains niveaux en club, certains niveaux du point de vue local, et le niveau international. On parle du niveau international, c'est-à-dire que c'est le plus haut niveau que vous pouvez avoir en termes de football. C'est-à-dire que si le Bénin a un match demain contre la France ou le Brésil, comme on le disait tout à l'heure, c'est notre équipe telle qu'elle est qui va affronter ces équipes-là. Donc, il faut forcément on va pas dire du temps, mais il faut forcément que les joueurs puissent s'aguerrir à ce niveau-là. Et ça passe pas ce genre de rendez-vous. D'accord, très bien. Allez, on revient en plateau avec Stanislas Soussalin Constant. Bonjour. Bonjour, Emmanuel Rodrigue Amégan. Bonjour à tous. Comment allez-vous? Très bien. Mais un plaisir de vous retrouver par ici. Plaisir partagé. Faut-il, selon vous, commencer par s'inquiéter des performances de l'équipe nationale? Ils ont sans doute été nombreux à intervenir sur la page Facebook de l'ORTB du 5 sur 7 matin, parce que quand on parle sport, quand on parle football et quand on parle sélection nationale, c'est un sujet qui attire toutes les attentions. C'est parfois un sujet clivant aussi. Absolument. Les internautes sont nombreux à réagir. Beaucoup d'entre eux estiment qu'il faut repenser le football béninois. D'autres ont assuré que la restructuration, la reconstruction de l'équipe est déjà en cours. Donc, il faut un peu de temps pour que ce qu'on espère puisse être au rendez-vous. Et c'est ce que vous avez pu sélectionner pour nous comme commentaire que nous allons découvrir à présent. Oui, vous avez évoqué tout à l'heure nos pages Facebook sur lesquelles nous allons rester, où il y a eu assez de réactions d'ailleurs. Raphaël Saoui s'exclame: il faut s'inquiéter la performance de l'équipe nationale
est devenu problématique depuis 2020. Plus rien ne marche dans cette équipe. Il va falloir situer les responsabilités et prendre des décisions pour améliorer cette image de l'équipe nationale. Joël Dovenon pense que l'inquiétude existait depuis à cause de l'inexistence d'écoles de formation de renom, car il ne sert à rien de rassembler chaque fois des joueurs dits professionnels qui se retrouvent circonstanciellement sans attachement effectif à la cause de leur regroupement. Repensons alors les choses. Emmanuel Glossi juge que nous sommes déjà très inquiets par rapport à ses performances. Le sélectionneur doit laisser son affaire de Coupe du Monde et ensemble avec la Fédération béninoise de football nous bâtir une équipe compétitive dans la durée en misant sur les jeunes talentueux qui sont en jambes. Il faut avoir le courage d'écarter certains de nos expatriés qui n'apportent aucune plus-value technico-tactique à la sélection. Pour Ghislain Kodag, qui écrit « Bonjour le plateau, quand des défaites s'enchaînent, on ne peut que s'inquiéter. On doit penser à un changement de paradigme. Notre football ne répond pas encore aux exigences du football moderne. Bonne journée à vous. » Manassé Togbe affirme « Je l'ai toujours dit, notre problème n'est pas au niveau du nom, ce sont les joueurs. Ils n'utilisent pas tout leur potentiel au moment des matchs. Sinon, je pense que nous ferons toujours d'à peu près. » Cyril Toupé a aussi son avis sur la question. À mon avis, écrit-il, je pense qu'on doit suspendre la participation du Bénin à toutes les compétitions de football dans la sous-région pour toutes les tranches d'âge pendant au moins 10 ans et bien refaire les choses à l'interne, puisque ça ne va pas du tout après le changement de nom d'entraîneur et même de joueur. Pour parler des jeunes convoqués récemment, aucun changement positif n'est encore constaté. Arrêtons de dépenser inutilement l'argent du contribuable pouvait servir à d'autres choses plus rentables pour le peuple. Ce sont des millions qui partent en fumée pour chaque regroupement tempête. Cyril Toupé. Razak Alidou vient calmer les esprits surchauffés en ces termes. Ce n'est que partie remise à mon avis. Il faut donner un peu plus de temps au staff technique pour asseoir une équipe compétitive avec la jeunesse qui s'impose déjà dans l'effectif actuel. Ce serait donc tôt de s'inquiéter. On se calme pour voir ce qui se passera à l'avenir Tampere, notre ami. Merci beaucoup Stanislas Soussalenko. On se retrouve très prochainement par ici. Je suis 5 sur 7 matin. Allez, messieurs, on a encore 3 petites minutes pour clore le forum de discussion. Brice Réchou, Axel Pifanoiro et Giro Viouami. Brice, ce commentaire, c'est anecdotique. Hein. Enfin, celui qui veut qu'on puisse tout raser pendant 10 ans. Non, ce n'est pas non plus l'apocalypse. Il faut mettre la balle à terre. Il faut mettre la balle à terre, comme on le dit. Allez, comment on sort de cet engrenage? Parce que là, quand ça va mal, c'est que ça va vraiment mal. Là, on peut dire, quand il y a une dynamique positive, on peut surfer sur une dynamique positive. Autant quand il y a une dynamique négative, je vais dire, le fond, on n'est jamais trop loin. Je suis d'accord. Pour moi, comme l'a dit un des internautes, il faut oublier cette qualification à la Coupe du Monde qui est pour moi, excusez-moi, peut-être je peux être défaitiste, mais utopique, inatteignable pour moi. On peut plutôt prendre ces matchs-là comme des matchs pour préparer correctement l'équipe nationale et viser plutôt la CAN 2025. Pour moi, c'est important que nous revenions rapidement à la CAN dès 2025 et ça, c'est quelque chose qui est possible. En tout cas, vu le format de la compétition, on peut facilement se qualifier à la CAN 2025 et la CAN 2027 et peut-être viser la Coupe du Monde 2030 qui est le centre. Axel Pifanoiro, ce que nous sommes en train de vivre là, ça ressemble quand même très pour très, non? Au départ de Michel Luchu en 2010, on a connu une descente aux enfers avant de revenir 9 ans plus tard à la CAN, évidemment avec le même Michel Duchuyer qu'on a dû ramener pour nous refaire le miracle. Est-ce que c'est l'histoire qui est en train de bégayer à nouveau? Non, bon, moi, je ne ferai pas de fixation sur Michel Duchuyer, même s'il a fait un excellent travail au Bénin. Je dis juste qu'il faut savoir faire la rupture quand on veut mettre un thème à un cycle, et c'est ça qu'on n'a pas bien fait. Et malheureusement, cela se ressent aujourd'hui dans les résultats. Mais en même temps, comme je le disais tantôt, ce n'est pas l'apocalypse, il faut travailler, il faut savoir qu'on a des joueurs très moyens et que l'équipe du Bénin n'est pas non plus le Brésil. Et donc, le Sénégal.
voilà, n'est pas non plus le Sénégal. Et donc, on fera des résultats si on met beaucoup d'envie, on s'organise bien. Et c'est à ce niveau-là que le défi est très grand pour Guinée Rohr. Après, il y a des choses à faire. Géraud parlait tout à l'heure de Marcel Dandinou, de Woro Tamimou. Si ces joueurs-là font preuve de nervosité, il y a ce sentiment à leur niveau avant d'entamer un match aussi important, un match international, c'est qu'il y a un souci. C'est que peut-être il faut que les conseillers aussi bossent autour des joueurs et il faut que ça travaille vraiment. Et donc, il y a vraiment du travail. On n'a pas du potentiel comme on le pense. On n'a pas du tout de potentiel. Il y a des joueurs moyens avec des joueurs qui travaillent, enfin qui sont en sélection nationale mais qui sont très moyens. Des joueurs qui jouent en sélection nationale, sur qui on peut compter. Donc ça s'arrête là et puis on continue de travailler en espérant que dans les années à venir on aura du mieux. Mais il faut penser, donc évidemment travailler sur le développement des talents et ça je pense qu'il y a une politique qui est en vigueur, qui est mise en place. Il y a la politique des classes sportives, bon, peut-être que ça donnera. Il y a aussi un centre qui a été ouvert à Ndali, mais il faut du temps. Donc là, on a du temps, mais il ne faut pas non plus dire qu'il faut tout arrêter parce que ça ne marche pas, ça ne se passe pas comme ça. Très bien. Allez, Géraud, qu'est-ce que vous avez à me dire pour clore ce débat sur les performances de nos amis Guépard? Aujourd'hui, il faut dire que Guinée Rohr, comme tout sélectionneur ou tout entraîneur qui prend une équipe, est en train de chercher son match référence, notamment la première victoire qui pourrait lui permettre de bien lancer sa machine. Il cherche encore des réponses par rapport à l'équipe collectivement, défensivement. C'est vrai que sur ce regroupement, on est tous pessimistes parce qu'il y a eu 2 défaites et qu'il y a des questions. Il y a eu une défaite et un match. Il a essayé un 3-4-3 et on s'est tous rendu compte que celui-là n'est pas forcément adapté. On espère qu'en novembre, il va pouvoir rebondir. Et surtout, il faut revenir aussi sur les choix de Guinée Rohr. Ça, personne n'en parle parce qu'il y a des joueurs, on ne va pas citer de nom, mais qui n'ont pas tant de jeu, qui sont revenus en sélection. Il y en a d'autres qui sont plus réguliers, qui n'ont pas eu leur chance et tout ça. Il y a également ça qui tue un peu la concurrence. Il y a des joueurs qui jouent en sélection comme des sénateurs. Il y en a d'autres qui se battent, mais qui ne sont pas du tout considérés ou regardés. D'où je reviens sur la question de la rupture avec un cycle qu'il faut bien faire pour pouvoir permettre à l'équipe de repartir sur de nouvelles bases. Aujourd'hui, la Coupe du Monde 2026, au vu des 2 matchs qu'on vient de livrer en octobre, on peut dire que c'est utopique, mais le football est ce qu'il est. Le Bénin peut s'en sortir. Le Bénin a été éliminé par la Sierra Leone lors des éliminatoires de la Coupe du Monde et de la CAN 2022 ou 2021. Mais pendant les éliminatoires de la Coupe du Monde qui ont suivi, nous étions, on va dire, à 90 minutes d'aller disputer les barrages face au Maroc. Donc, il faut toujours garder en tête que tant que l'équipe sera performante, on va dire collectivement, dans le même état d'esprit, les résultats peuvent arriver. Très bien. Merci beaucoup à vous, Géraud Buami. Vous êtes donc journaliste sportif, directeur de publication de BG Foot, écrivain. Également, vous avez sorti un ouvrage sur les écureuils, les guépards, si vous voulez, le mur jaune. Merci beaucoup d'être intervenu depuis Abidjan. Et merci également à vous, mon cher Brice Hessou. Merci d'être passé sur 5 sur 7 matin. Merci Axel Ifouadouero. Merci d'être passé. C'est pas le mur jaune, c'est le rêve jaune. Le rêve jaune, pardon, le rêve jaune. Le mur jaune, c'est à Dortmund. C'est à Dortmund, le rêve jaune. Franchement, je me croyais au Signal Iduna Park. Allez, c'est bien le rêve jaune, votre ouvrage que vous avez sorti, vous avez publié récemment et qui traite de l'aventure des guépards, des écureuils à la CAN 2019. 5 sur 7 matin, allez, on va surfer et continuer par parler sport. Ce sera cette fois-ci pour lui qui n'est jamais découragé. La preuve, il vient ici en plateau avec son maillot des guépards. À tout de suite.